28 ans. 28 longues années de silence, de zones ombres et de vérités enfouies sous des tonnes de béton, de peurs et de mensonges soigneusement orchestrés. Et aujourd'hui, le sol a enfin commencé à parler. Si vous êtes là, c'est parce que vous sentez, vous aussi, que cette histoire n'est pas terminée, que quelque chose de lourd, quelque chose d'essentiel n'a jamais vraiment été dit. Alors restez, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va vous glacer le sang. Abonnez-vous dès maintenant à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces vérités que l'industrie voudrait voir rester dans l'ombre, à raconter les histoires que personne d'autre n'ose raconter. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et plongeons ensemble dans l'un des mystères les plus denses de toute l'histoire de la musique mondiale. Nous sommes le 7 septembre 1996. Las Vegas scintille comme une constellation tombée sur Terre. Les néons clignotent, les rires s'élèvent, l'adrénaline circule dans les artères de la ville comme un courant électrique. Ce soir-là, la cité du péché est au sommet de sa folie. Mike Tyson vient d'infliger une correction brutale à Bruce Seldon au MGM Grand, et le monde entier retient encore son souffle. Dans les couloirs dorés de l'arène, un jeune homme de 25 ans marche avec cette assurance magnétique qui lui est propre. Ce jeune homme, c'est Tupac Shakur, rappeur, poète, symbole d'une génération entière. À ses côtés, Suge Knight, patron tout-puissant de Death Row Records, l'un des labels les plus redoutés de l'histoire du hip-hop américain. Il semble intouchable, il semble éternel. Mais ce soir-là, l'éternité va prendre un coup de feu. Tout commence dans le hall du MGM Grand, quelques instants après la fin du combat. Un visage surgit de la foule. Orlando Anderson, membre actif des Southside Crips de Compton, croise le regard de Tupac. Des mots sont échangés, des tensions montent, des poings volent. Le chaos éclate, bref mais féroce, avant que la sécurité n'intervienne. La scène dure quelques secondes à peine, mais ces quelques secondes vont déclencher une chaîne d'événements irréversibles, comme une mèche qu'on allume sans savoir que la bombe est déjà amorcée depuis longtemps. Quelques heures plus tard, peu après 23h15, Tupac est assis côté passager dans la BMW noire de Suge Knight. Il roule sur East Flamingo Road, une rue ordinaire, dans une nuit qui ne l'est pas. Une Cadillac blanche s'approche lentement, puis l'enfer se déchaîne. Des coups de feu, rapides, précis, implacables. Tupac est touché 4 fois, 2 balles dans la poitrine, une dans le bras, une dans la cuisse. L'une d'elles perfore son poumon droit. Suge Knight est effleuré à la tête mais survit. En quelques secondes, le destin d'une icône bascule. Les ambulanciers arrivent, les chirurgiens se battent, son poumon droit est retiré. Mais les dégâts sont trop profonds, trop nombreux, trop cruels. Pendant 6 jours, Tupac lutte entre deux mondes. Et puis, le 13 septembre 1996, à 16h03, il s'éteint. Insuffisance respiratoire, arrêt cardiaque. Sa mère, Afeni Shakur, est là. Elle a dû faire le choix le plus douloureux qu'une mère puisse jamais faire. Laisser partir son fils. Le monde entier a tremblé ce jour-là. Un géant venait de tomber. Et l'enquête ? Elle n'a apporté aucune réponse, aucune arrestation immédiate. Le dossier s'est refermé lentement sur lui-même, comme une plaie qu'on refuse de soigner. Les théories ont commencé à proliférer. Représailles liées à la bagarre du MGM Grand, tentacules de la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest, complots internes à l'industrie musicale, noms puissants chuchotés dans les coulisses. Chaque nouvelle hypothèse ajoutait une couche de brume au lieu d'éclairer quoi que ce soit. N'oubliez pas de vous abonner à Les Célébrités du Monde. Votre présence ici nous donne la force de continuer ce travail d'investigation et de narration. Et croyez-moi, il vous reste encore beaucoup à découvrir dans cette vidéo. Un nom allait finir par émerger du brouillard. Duane Keith D, alias Keffe D, oncle d'Orlando Anderson, figure connue des Southside Crips de Compton. Il avait commencé à parler, d'abord dans des interviews, puis dans ses mémoires publiées en 2019 sous le titre Compton Street Legend. Il affirmait être dans la Cadillac blanche cette nuit-là. Il décrivait la tension, l'approche, les coups de feu. Il désignait son neveu Orlando Anderson comme le tireur. Mais Orlando Anderson, lui, était mort en 1998, tué dans une fusillade à Compton. Plus de témoins vivants, plus de confrontations possibles. Les questions se multipliaient au lieu de se réduire. Pendant des années, tout cela est resté dans les pages de livres, dans des forums en ligne, dans des documentaires regardés en boucle par des fans qui refusaient de lâcher le dossier. Et puis, quelque chose a changé, quelque chose de concret, de visible, de réel. En 2023, la police métropolitaine de Las Vegas a repris l'affaire avec une intensité nouvelle. Des mandats de perquisition ont été exécutés. Le nom de Keffe D est revenu sur toutes les lèvres et soudain, l'enquête qui semblait fossilisée depuis des décennies s'est remise à respirer. Les forces de l'ordre se sont dirigées vers Anderson, Nevada, une ville tranquille à une quinzaine de kilomètres au sud-est du strip de Las Vegas. Ce n'était pas un hasard. Anderson était intimement lié au cercle gravitant autour de Tupac en 1996. Et c'est là, dans une maison liée à Keffe D, que tout allait se jouer.
Le 17 juillet 2023, des enquêteurs pénètrent dans la résidence avec des caméras bodycam activées. Les images diffusées plus tard montrent des agents qui avancent méthodiquement, pièce après pièce, tiroir après tiroir, sans rien laisser au hasard. L'objectif est écrit noir sur blanc dans le mandat, saisir tout ce qui touche l'assassinat de Tupac Shakur. Ce qu'ils ont trouvé dans cette maison a stupéfié le monde. Plusieurs computers, des laptops, des tablettes, un téléphone portable, des disques durs et des dispositifs de stockage électronique soigneusement mis à côté. Et parmi les objets saisis, l'un d'eux a particulièrement capté l'attention. Une clé USB en forme de Pokéball. Oui, vous avez bien entendu, une clé USB déguisée en un jouet. Derrière ce détail absurde se cachent peut-être des années de données, de fichiers, de conversations. Des douilles de calibre 40 ont également été retrouvées, le même calibre que l'arme utilisée pour abattre Tupac. 2 grands bacs noirs débordant de photographies datant des années 90, des visages, des lieux, des instants figés d'une époque où tout était encore possible. Des magazines, dont un exemplaire du Vibe avec Tupac en couverture. Les mémoires de Kif D, des notes manuscrites, des documents dont certains évoquaient une surveillance, des pressions extérieures, la peur d'être dans le viseur de forces invisibles. Et encore d'autres choses, des mouvements financiers, des passeports sous différentes identités, des liquidités claquées, des fragments d'une vie organisée dans l'ombre. Cliquez sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas encore fait. Les célébrités du monde existent grâce à vous, grâce à votre fidélité, grâce à chaque vue et chaque commentaire que vous laissez. Ça nous permet de rester indépendants et de continuer à vous livrer ces enquêtes sans filtre. Chaque objet retrouvé dans cette maison raconte quelque chose. Les appareils électroniques sont de véritables capsules temporelles. Chaque disque dur est potentiellement un coffre-fort d'informations que quelqu'un a choisi de garder précieusement et non de détruire. On peut imaginer ce qu'ils contiennent, des échanges de messages, des enregistrements audio, des fichiers vidéo, des documents numérisés, des preuves ou des contre-preuves, des voix d'hommes qui n'existent peut-être plus, capturées dans un vieux fichier numérique. La pensée seule donne le vertige. Les écrits, eux, ont une texture différente, ils sont humains, ils trahissent l'état d'esprit de celui qui les a rédigés. Des mots griffonnés à la main dans des carnets révèlent une angoisse profonde. La peur d'être surveillé, la peur d'être targeté, la peur que quelque chose de sombre se referme comme un tièpre. Ces mots n'étaient pas destinés à être lus, et pourtant, des enquêteurs les ont tenus entre leurs mains des décennies plus tard. Il y a quelque chose d'étrangement poignant là-dedans. Les documents financiers, eux, ouvrent une autre dimension. Des transactions internationales, des comptes dans des juridictions lointaines, des flux d'argent invisibles à l'œil nu. Cela dessine le portrait d'un monde où la survie ne passe pas seulement par la violence, mais aussi par la discrétion, la mobilité, le silence des chiffres. Quelqu'un avait planifié, quelqu'un avait préparé, et cette préparation avait duré des années, bien après la mort de Tupac. Et puis il y a les détails créatifs, les traces d'ambition qui dépassent le simple cadre de la rue. Des bribes de projets, des idées d'entreprises musicales indépendantes, des noms évocateurs qui flottent dans les papiers saisis. Cela rappelle que même dans les cercles les plus durs, il y avait des rêves, des projets, une vision, et que Tupac lui-même incarnait cette dualité entre la beauté d'une ambition artistique et la brutalité d'un environnement qui ne pardonnait rien. La découverte dans cette maison de Henderson a soulevé bien plus de questions qu'elle n'en a résolues. Et c'est peut-être là l'essentiel. Car quand on regarde tout ça dans son ensemble, une question s'impose avec une force particulière. Pourquoi rien n'a été détruit ? Pourquoi, pendant presque 30 ans, quelqu'un a-t-il conservé des douilles, des photos, des carnets, des disques durs chargés de données? Est-ce par négligence, par sentiment de toute puissance? Ou bien ces objets avaient-ils une fonction précise, celle d'une garantie, d'une protection, d'une menace muette à dégainer en cas de nécessité? Ces questions, des enquêteurs chevronnés, des fans obsessionnels et même des juristes les ont posées à voix haute, et aucune réponse ne semble simple. Il y a aussi la dimension humaine, celle qu'on oublie parfois dans la frénésie des théories et des révélations. Tupac avait 25 ans. 25 ans. À cet âge, certains finissent à peine leurs études. Lui avait déjà changé la face de la musique mondiale, écrit des textes qui continuent de toucher des millions de personnes 30 ans après sa mort, et traversé plus d'épreuves qu'une vie entière pourrait en contenir. Sa voix portait une douleur et une vérité rares. Et tout cela a été brisé en quelques secondes sur une route ordinaire un soir de septembre. Rappelons-nous aussi d'Afeni Shakur, sa mère, une femme d'une force extraordinaire, qui a passé des années à se battre pour récupérer les droits sur la musique de son fils, droits souvent retenus, manipulés, dispersés dans les méandres d'un système qui profitait même de la mort pour faire de l'argent. Suge Knight contrôlait l'essentiel. Les batailles juridiques ont duré des années. L'argent que Tupac avait généré de son vivant, des sommes considérables, semblait toujours s'évaporer avant d'atteindre ceux à qui il était destiné.
Les documents financiers retrouvés à Henderson s'inscrivent dans ce contexte plus large, celui d'une industrie opaque, avide et parfois complice de ses propres crimes. N'oubliez pas de vous abonner à Les Célébrités du Monde. Nous avons d'autres vidéos comme celle-ci en préparation, et votre soutien nous permet littéralement de les produire. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer. Keefe D, de son côté, a toujours maintenu sa version des faits. Il a reconnu être présent dans la voiture, mais a nié avoir appuyé sur la gâchette. Son équipe juridique a contesté les conditions dans lesquelles le mandat de perquisition a été exécuté, notamment le fait qu'il l'ait été de nuit, ce qui selon eux posait des questions de procédure. Mais la machine judiciaire ne s'est pas arrêtée pour autant. En septembre 2023, il a été arrêté et inculpé en lien avec l'assassinat de Tupac Shakur. Début 2026, les procédures sont toujours en cours. Des requêtes pour faire exclure certaines preuves sont encore débattues devant les tribunaux. L'affaire n'est pas close. Elle avance, lentement, mais elle avance. Et c'est peut-être ça le plus troublant. Après 28 ans d'un silence presque complet, quelque chose s'est mis en mouvement. Une force invisible mais tenace, nourrie par les fans, les journalistes d'investigation, les avocats, les familles, a maintenu cette affaire en vie suffisamment longtemps pour qu'elle redevienne active, pour qu'une perquisition soit conduite, pour qu'une arrestation soit faite, pour que le nom de Tupac résonne à nouveau dans une salle d'audience, non pas comme une icône musicale, mais comme une victime dont l'histoire mérite enfin une conclusion. La musique de Tupac, elle, n'a jamais cessé de jouer. Ces morceaux continuent de passer dans les voitures, les soirées, les gymnases, les appartements d'étudiants aux quatre coins du monde. Sa voix a traversé 3 décennies sans perdre un gramme de son intensité. Il y a quelque chose de presque mystique là-dedans, comme si ces mots avaient refusé de mourir avec lui, comme si ces rimes portaient en elles une énergie qui transcende le temps, la géographie, la langue. Et peut-être que c'est là que réside la vraie puissance de cette histoire. Tupac n'est pas seulement un artiste assassiné à 25 ans dans des circonstances troubles, il est le symbole d'une génération qui a grandi entre deux mondes, la beauté explosive de la création artistique et la violence sourde d'une réalité sociale implacable. Ses textes parlaient de cette tension avec une lucidité que peu d'artistes atteignent. Il savait, il voyait, il sentait, et il a tout mis dans sa musique avant que la nuit de 7 septembre 1996 ne vienne tout interrompre. Ce que la perquisition de Henderson nous révèle, c'est que cette tension n'est pas morte avec lui, que les gens autour de lui ont continué de vivre avec le poids de cette nuit, que des peurs enfouies ont survécu des décennies, que des preuves ont été conservées, des décisions prises, des précautions gardées longtemps après que le monde avait cru tourner la page. C'est une forme étrange de fidélité au drame, comme si ceux qui étaient présents ne pouvaient pas ou ne voulaient pas vraiment s'en défaire. Abonnez-vous maintenant à Les Célébrités du Monde. Chaque abonnement compte énormément pour nous. Il nous permet de poursuivre ces enquêtes approfondies, de vous offrir des contenus de qualité sur les personnalités qui ont marqué et qui marquent encore notre monde. Ne partez pas sans appuyer sur le bouton d'abonnement. Il y a une autre dimension à tout cela. Une dimension qui touche à des noms plus récents, à des connexions qui s'étendent bien au-delà de Las Vegas en 1996. Des spéculations, bien sûr, mais des spéculations nourries d'éléments concrets. L'industrie musicale de cette époque était un écosystème complexe, dangereux, où les alliances pouvaient se retourner du jour au lendemain. Des noms circulent dans les discussions en ligne, dans les documentaires, dans les livres. Des noms que personne ne prononce à voix haute sans précaution. Des figures qui auraient pu bénéficier de la disparition de Tupac, ou qui auraient eu des raisons de vouloir que certains secrets restent enfouis. On ne peut pas avancer d'accusations sans preuve, mais on peut noter que la machine de silence qui a entouré ce dossier pendant presque 30 ans est étrange, profondément étrange. Pour une affaire censée être qu'un règlement de compte entre bandes rivales, les règlements de compte ne génèrent pas autant de couches de silence, ils ne suscitent pas autant de précautions et de discrétion pendant autant d'années. Quelque chose de plus complexe était à l'œuvre, et les documents retrouvés à Henderson en sont la preuve silencieuse. Il y a aussi la question des fans. Des millions de personnes à travers le monde ont grandi avec Tupac. Ils ont appris ses paroles avant même de comprendre leur sens. Ils ont porté son image sur leurs murs, ses mots dans leur cœur. Pour eux, cette affaire n'est pas une abstraction historique, c'est personnel, c'est douloureux. Et la possibilité que la vérité soit enfin en train d'émerger, même partiellement, même lentement, représente quelque chose d'immense. Un besoin de clôture, un besoin de justice. Pas seulement pour Tupac lui-même, mais pour tout ce qu'il représentait. La communauté hip-hop mondiale a vécu avec cette blessure ouverte. 6 mois après Tupac, en mars 1997, The Notorious B.I.G. était assassiné à son tour à Los Angeles, autre victime d'une guerre des rues exacerbée par des tensions industrielles et des rivalités territoriales. 2 légendes parties en moins d'1 an. 2 histoires qui n'ont jamais vraiment été refermées. 2 histoires qui ont laissé une génération entière avec un sentiment d'injustice impossible à digérer.
Et si aujourd'hui, 28 ans après les faits, une lumière commence à percer, même faiblement, même imparfaitement, c'est aussi grâce à ceux qui n'ont jamais accepté le silence. Les journalistes qui ont continué à creuser, les avocats qui ont poussé, les témoins qui ont finalement parlé, les fans qui ont maintenu la pression en refusant d'oublier. La vérité a une façon particulière de remonter à la surface, même quand on pense l'avoir étouffée pour de bon. Pensons également à ce que représente cette affaire dans le contexte plus large de la justice pour les communautés noires en Amérique. Tupac était un symbole. Sa mort, son dossier non résolu, le fait que personne n'ait été poursuivi pendant près de 3 décennies, tout cela s'inscrit dans un récit plus large sur l'accès à la justice, sur qui compte, sur quelle vie mérite un vrai effort d'investigation. L'arrestation de Kif D en 2023 a représenté un signal, peut-être tardif, peut-être insuffisant, mais un signal quand même. Cette affaire mérite d'être traitée avec la rigueur qu'elle n'a jamais vraiment reçue. Mais ne nous leurrons pas, une arrestation n'est pas une condamnation. Un procès n'est pas une vérité absolue. Le système judiciaire est imparfait, lent, soumis à des pressions multiples. Des preuves peuvent être exclues, des témoignages peuvent être contestés, des procédures peuvent être annulées. Même si Kif D est reconnu coupable, même si le verdict tombe un jour, des ondes d'ombre persisteront, des questions resteront sans réponse. Parce que les grandes histoires ne se referment jamais vraiment proprement. Elles continuent de vivre, elles continuent d'évoluer, elles continuent de nous hanter. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes là. Pas seulement pour les faits, pas seulement pour la chronologie, mais pour quelque chose de plus profond, pour ressentir le poids de cette histoire, pour vous rappeler que derrière chaque icône, il y a un être humain, fragile, vulnérable, exposé, et que les systèmes qui nous entourent, l'industrie musicale, la rue, la justice, ont souvent failli dans leur mission de protéger ceux qui en avaient le plus besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant à Les Célébrités du Monde. Ce type de contenu prend du temps, de l'énergie et de la passion à créer. Votre abonnement est la meilleure façon de nous dire que ce travail a de la valeur pour vous. On compte sur vous. Ce qui rend cette affaire si puissante dans le paysage culturel de 2026, c'est aussi le fait que Tupac n'est pas devenu moins pertinent avec le temps. Au contraire, ces textes résonnent peut-être encore plus fort aujourd'hui dans un monde saturé d'informations, de superficialité et de vitesse. Il y avait dans ces paroles une volonté de dire la vérité même quand la vérité fait mal, une capacité à nommer les inégalités, la douleur, la beauté du quotidien difficile avec une précision et une humanité qui demeurent rares. C'est ce qui fait que des gens qui n'étaient pas nés en 1996 connaissent ces textes par cœur aujourd'hui. Sa mère, Afeni, qui a consacré les années suivant la mort de son fils à protéger son héritage, à se battre pour ses droits, à s'assurer que son image et sa musique restent dans les bonnes mains, n'est plus là non plus. Elle est partie en 2016, emportant avec elle une part de la mémoire vivante de Tupac. Mais le combat continue. D'autres membres de sa famille, ses proches, ses amis d'enfance, les membres du collectif Outlaws, tous portent encore cette histoire dans leur chair. Et les objets retrouvés à Henderson portent eux aussi quelque chose de cette mémoire. Ils sont physiques, tangibles. On peut les toucher, les photographier, les analyser. Ils ne mentent pas comme un témoignage peut le mentir. Ils ne défaillent pas comme une mémoire humaine. Ils sont là, silencieux et lourds de sens, attendant qu'un expert, un juge, un jury leur donne enfin une voix dans une salle de tribunal. Ce que cette affaire nous apprend, au-delà des faits bruts, c'est que les secrets coûtent quelque chose. Ils coûtent cher à ceux qui les gardent. Ils pèsent, ils changent les gens. Ils créent des vies parallèles, des identités multiples, des stratégies de survie qui finissent toujours par laisser des traces. Personne ne passe 28 ans à garder des douilles, des carnets et des disques durs sans que ça laisse une empreinte. Le poids de ce qu'on sait et qu'on ne dit pas est l'une des forces les plus corrosives qui soient. Et pour les fans, pour les observateurs, pour tous ceux qui suivent ce dossier depuis des années, la leçon est peut-être celle-là. La vérité est têtue, elle ne disparaît vraiment pas. Elle dort, parfois très longtemps, elle attend, elle s'accumule dans des boîtes, sur des disques durs, dans des carnets abandonnés. Et un jour, quelqu'un frappe à une porte avec un mandat de perquisition et le sol recommence à parler. Voilà où en est cette histoire en ce début 2026. Une affaire active, un homme inculpé, des preuves en cours d'analyse, un procès dont l'issue est encore incertaine. Et au centre de tout cela, un jeune homme de 25 ans qui méritait de vivre, de créer, de vieillir et dont la voix continue malgré tout de résonner dans les moindres recoins du monde. Tupac Shakur n'est pas une légende parce qu'il est mort jeune. Il est une légende parce qu'il a vécu avec une intensité, une honnêteté et une créativité que peu d'artistes atteignent en une vie entière. Et si son assassinat est en train d'être enfin jugé, même imparfaitement, même tardivement, c'est parce que certaines histoires refusent simplement de s'éteindre. La route vers la vérité est longue, elle est semée d'embûches et de faux espoirs et de déceptions, mais elle avance. Et vous, vous êtes là, à chaque étape, à chaque révélation, à chaque nouveau chapitre de cette histoire qui n'en finit pas de surprendre. Alors continuez à venir, continuez à poser des questions, continuez à exiger des réponses, et n'oubliez pas de vous abonner à Les Célébrités du Monde.
Votre soutien, c'est notre carburant. C'est ce qui nous permet de produire des vidéos comme celle-ci, d'aller chercher les détails que d'autres ignorent, de vous raconter les histoires avec la profondeur et le respect qu'elles méritent. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Parce que certaines histoires méritent d'être entendues par le plus grand nombre possible, et celle de Tupac en fait partie. Le sol a parlé, et ce qu'il a dit va résonner encore très longtemps.